Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de vous retrouver comme à mon habitude. J'ai fait un constat. Ce constat, c'est que dans le métier d'Online Business Manager, on est appelé à structurer des business en ligne, donc c'est le cœur de notre métier. Mais je réalise que beaucoup de personnes, beaucoup de futurs OBM, beaucoup d'OBM qui sont OBM et même beaucoup de freelance plus généralement, et même les CEO plus généralement, ne savent pas vraiment ce qui se cache derrière le mot structuré. Et je trouve que c'est très très important de prendre le temps de définir tout ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce que quand on fait les choses consciemment, ça nous permet d'embrasser notre activité de manière plus saine. Parce que si vous exercez un métier où vous dites que vous êtes en train de structurer des business, mais que dans le fond, si je vous pose la question, c'est quoi structurer une entreprise ? Vous ne savez pas ce que c'est que concrètement, il se peut que du coup, vous passiez à côté de certains aspects de ce que vous pourriez développer pour vos clients, pour vous-même, développer vos compétences, etc. Donc l'objectif de cet épisode est pour le coup que ce mot n'ait plus aucun secret pour vous. Que vous soyez une future OBM, que vous soyez un entrepreneur qui veut tout simplement savoir ce qu'une OBM fait pour structurer un business ou même ce que c'est que structurer un business. Si vous êtes dans cette situation et que vous ne savez pas vraiment concrètement ce qu'est la structuration d'un business, l'objectif c'est qu'à la fin de cet épisode, vous n'ayez plus aucun doute sur ce que c'est et que ce soit vraiment clair pour vous. Lorsqu'on tape structuration sur le web, voici les définitions qu'on peut trouver. Premièrement, disposition, agencement des parties. C'est ce qui concerne un bâtiment ou une œuvre. On n'y est pas forcément pour la structuration d'un business. Agencement des parties d'un ensemble tel qu'il apparaît lorsqu'on étudie. C'est toujours pas très clair. Système complexe formé de phénomènes solidaires conçus en fonction des relations réciproques entre ces parties. Toujours pas très clair. Qui a une structure propre qui peut être définie par une structure ? Encore moins clair. Et la dernière qui se rapproche quand même un peu plus de la définition qu'on va avoir ici, organisée tout simplement. Donc, je pense que c'est vraiment le seul terme qui parle de vraiment la structuration d'un business, c'est-à-dire qu'on pourrait remplacer le terme structuration de business par organisation d'un business finalement. Donc, ce sera assez simple de s'arrêter à là. On ne va pas s'arrêter juste à ça. Je vais voir avec vous les piliers en fait de la structuration d'un business pour que ça puisse être très 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 concret pour vous. Ce qu'est structurer un business, ce qu'est organiser l'intérieur d'un business. Et à la fin, je vous proposerai du coup, après tout ce qu'on aura vu, une définition qu'on pourra peut-être proposer au Larousse, qui sait. Si vous avez envie qu'on aille très très loin dans cette démarche, n'hésitez pas à me faire signe après avoir écouté cet épisode. Donc c'est parti. Mais avant de vous présenter les 4 piliers officiels, en tout cas ceux que j'ai identifiés pour structurer un business en ligne, et d'ailleurs n'importe quel business en général, je vais vous parler d'un pilier qui est la base. Je l'ai appelé le pilier 0. Pourquoi ? Je ne peux pas le mettre dans les 4 piliers parce que ce pilier-là, lorsque vous êtes OBM, vous n'avez pas forcément la main dessus parce que c'est un pilier qui est déjà existant lorsque vous arrivez, c'est la structure légale, la structure juridique. C'est-à-dire que lorsqu'on crée une entreprise, vous le savez, il est important de déterminer la forme juridique. Donc, lors de sa création, les CEO, les entrepreneurs ou même les associés qui vont créer la boîte vont devoir faire un choix qui va avoir des répercussions qui seront très très importantes sur la structure de l'entreprise parce que ça va déterminer quelles sont les responsabilités légales, quelles sont les implications fiscales
et les obligations en fait en termes de conformité. Quand je parle de structure juridique, je parle donc des statuts. Donc vous les connaissez, entreprise individuelle, EURL, SAS, SASU, etc. Vous les connaissez généralement, mais je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais ça reste quand même la base de la structure d'une entreprise parce qu'elle va déterminer pas mal de choses dans la structuration de l'entreprise. Donc c'est ce que j'appelle le pilier zéro. Maintenant, on va voir ensemble du coup les 4 piliers d'organisation interne, de structuration interne qu'une OBM va avoir à piloter. Le premier pilier, ce sont les systèmes et les process. À quoi cela correspond? Quand on parle de système et de process, on parle de l'organisation donc interne de l'entreprise en termes de documentation des différentes activités qui ont lieu dans l'entreprise. Donc au niveau des systèmes, on va avoir les grands systèmes qui vont être le marketing, la gestion des ressources humaines, etc. Et au niveau des process, on va avoir des choses qui vont être beaucoup plus concrètes et qui vont venir documenter toutes les activités récurrentes de la boîte. Ça va être par exemple le process d'onboarding, le process de facturation, le process de création de contenu par exemple. Tout ça, ça va être des documents qui vont être créés, documentés, qui vont expliquer en gros comment tout ce qui est récurrent dans l'entreprise fonctionne. Et les enjeux de structuration à ce niveau sont très très importants parce que les process sont des garants du bon déroulement des opérations. Ça va faciliter la délégation parce que lorsque vous allez avoir une nouvelle personne qui va arriver, le fait de savoir comment fonctionne son poste, comment fonctionnent les choses au sein de l'entreprise, ça va lui permettre d'être beaucoup plus opérationnelle lorsqu'elle arrive dans l'entreprise. Ça va aussi permettre la valorisation de l'entreprise lors d'un rachat. J'ai déjà entendu une success story en fait qui, alors malheureusement je n'arrive plus à retrouver la source, mais c'est quelqu'un qui a pu faire augmenter la valeur de son entreprise tout simplement parce qu'il avait pris le temps de vraiment documenter comment fonctionne en fait son entreprise. Et ça forcément si vous avez pour objectif de vendre une boîte, c'est très très important. Ça veut dire que lorsque vous la vendez et que à l'intérieur vous avez exactement comment tout fonctionne, bah ça a de la valeur. Ça rend aussi l'entreprise plus résiliente. En cas de changement, en cas de crise, par exemple, lorsqu'une personne doit vite partir ou lorsqu'on doit prendre des décisions rapides, lorsque voilà, il y a des difficultés, le fait d'avoir des process clairs et des systèmes clairs, ça permet d'être plus résilient et de faire face à des situations de crise beaucoup plus facilement. Je vais vous partager un exemple concret là où en fait les process et la structuration des process et des systèmes dans une entreprise dans laquelle j'ai eu une mission nous a permis en fait d'être résiliente et efficace. Dans une de mes missions, il y a une personne qui a dû quitter son poste du jour au lendemain, donc alors qu'on était en plein lancement d'un nouveau produit. Donc la personne a arrêté ses missions et donc ça veut dire que du jour au lendemain, il n'y avait plus de personne sur son poste. Du jour au lendemain, j'ai dû recruter une personne pour remplacer cette personne et il fallait que lorsque cette personne arrive, lorsque cette nouvelle personne, ce nouveau freelance arrive sur ce poste, il soit capable de prendre le lancement en cours de route et être super efficace. Et heureusement que en tant qu'OBM, j'avais documenté des process. J'avais un process de recrutement qui était clair, un process de fiche de poste qui était clair, ce qui fait que lorsque j'ai recruté la personne qui est venue remplacer, c'était assez simple pour moi de le faire, et que cette même personne, en fait, lorsqu'elle a pris son poste, je n'avais qu'à sélectionner tous les process qui étaient gérés par la personne qui est partie, les lui présenter lors d'une séance d'onboarding, mais ce qui fait que tout était très clair pour elle et elle a pu tout de suite reprendre l'émission alors même que le poste a été quitté en cours, quoi, en statut en cours, en plein lancement. Donc c'est là qu'on voit l'importance de bien documenter tout ce qu'il y a en interne, toutes les opérations récurrentes, parce que les enjeux sont hyper importants. Et donc, en tant qu'online business manager, vous êtes amené à piloter cette partie, donc à créer des process, à demander qu'ils soient créés. Lorsque vous n'êtes pas forcément sur la tâche, vous pouvez très bien déléguer la création, superviser le tout, suivre leur mise à jour, décider de quel process est à créer en priorité, par exemple. Voilà, tout ça, c'est votre rôle. Deuxième pilier, les rôles et les responsabilités. Vous savez, des fois,
on parle des organigrammes dans les entreprises traditionnelles, mais dans les business en ligne, on en parle un peu moins. Sachez que le concept d'un organigramme n'est vraiment pas has-been et qu'il est tout à fait pertinent aussi dans des business en ligne d'avoir des organigrammes. Surtout lorsqu'il y a beaucoup de monde, même si ce sont des freelances, même si ce sont des salariés, des freelances, des prestataires ponctuels, c'est très important d'avoir un organigramme qui explique comment est organisée en fait l'entreprise en interne. Avec l'organigramme, vous allez pouvoir voir directement qui manage qui chapeaute quel domaine, qui est supervisé par qui est responsable de telle ou telle chose, etc. Et puis après, via des fiches de poste, via des fiches de mission, etc., vous allez pouvoir définir les rôles, les responsabilités, quelles sont les missions de chaque personne, qui fait quoi concrètement. Et donc là, les enjeux sont énormes en termes de structuration. Pourquoi ? Imaginez une équipe de football. C'est typiquement cette structuration-là qui va déterminer à quel point l'équipe va être capable d'aller marquer des buts, d'aller atteindre ses objectifs. Pourquoi ? Parce que chaque joueur sait exactement dans quelle position il se trouve, quelles sont les tâches qu'il doit faire, à qui passer le ballon pour optimiser les chances de marquer, etc., etc. Un attaquant n'a pas le même rôle qu'un défenseur. Si un attaquant commence à jouer le rôle d'un défenseur et inversement, vous allez être sûr que le match ne va pas être bon pour l'équipe. C'est pas possible en fait. Plus les rôles sont clairs et plus l'équipe de foot va avoir des chances de créer une vraie dynamique d'équipe et d'atteindre ses objectifs. Eh bien, c'est pareil pour une entreprise. La structuration au niveau des rôles et des responsabilités a le même but. Ça va être d'améliorer la clarté et donc de réduire la friction du type à qui je remonte l'information, à qui je passe la balle, à qui je dois remonter l'information, qui je vois pour faire ça, qui chapeaute ceci. En fait, plus il va y avoir de la clarté, plus ça va être facile en fait de communiquer et d'avancer sur les projets, plus on va pouvoir aussi recruter avec pertinence parce que déjà, juste des fois, en prenant le temps de faire un organigramme, on voit directement où il manque, où il y a un besoin, où il y a un problème de structuration parce qu'il y a des équipes qui sont pas assez managées, par exemple. Dès que vous allez poser une structure des rôles et des missions, dès que vous allez commencer à travailler sur ces choses-là, vous allez pouvoir vous rendre compte en fait de ce qui est pertinent à faire, à réajuster. Et puis tout ça aussi favorise l'autonomie. Si vous avez une personne qui est recrutée, qui sait exactement son périmètre d'action, son rôle, ses responsabilités et ses missions, ben cette personne va être forcément plus autonome parce qu'elle va avoir ses process, déjà c'est ce qu'on a vu dans le premier pilier, et puis il n'y aura pas de doute en fait. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? À qui elle doit remonter l'information, plus c'est clair et plus cette personne sera autonome. Donc en tant que Online Best Manager, votre rôle, ça va être de vous assurer que les membres de l'équipe connaissent bien leur rôle, que tout soit clair pour eux sur leur mission, qu'on recrute bien les bonnes personnes pour les bons besoins, que les personnes sont placées au bon endroit et vous allez du coup gérer toute la structure autour de ça, donc créer les fiches de poste, etc. Troisième pilier, la communication interne. La communication interne, c'est la mise en place des rituels, des habitudes, de toutes les pratiques en fait de communication régulières et structurées au sein des business. Ça inclut pas mal de choses, les réunions d'équipe, les feedbacks, le suivi des projets, les bilans, etc. En tant qu'Online Best Manager, c'est important que vous soyez conscient en fait que c'est à vous de faciliter les échanges au sein de l'entreprise pour que tout le monde reste aligné et informé et pour anticiper ou résoudre rapidement les problèmes. L'enjeu du pilier de communication interne est énorme parce qu'il va permettre déjà de tenir tout le monde informé de ce qui se passe dans l'entreprise, que les personnes en tout cas reçoivent les bonnes informations pour eux, leur mission, parce que le but c'est pas non plus de communiquer à tout va et tout le monde a les informations alors que des fois certains n'ont pas besoin autant d'informations que d'autres, donc ça ce sera à vous de jauger, d'éviter les malentendus, de fidéliser, de fédérer, de driver en fait autour d'une vision. Et franchement, ce pilier de communication interne, il a un enjeu encore plus important dans le cadre d'un business en ligne, où vous allez travailler avec des freelances qui ne seront pas salariés, où vous allez avoir des salariés qui, eux, seront vraiment impliqués dans la boîte, mais qui vont peut-être travailler de chez eux. En fait, c'est très important de travailler sur la structuration de la communication interne pour développer une culture d'entreprise. Parce que même si vous travaillez dans des business en ligne, même si vous avez un business en ligne, la culture d'entreprise, c'est juste
essentiel. Et donc, pour bâtir une relation de confiance, fidéliser les freelances avec qui vous travaillez, la communication interne doit être fluide. Par exemple, à mon niveau, ce que j'ai déjà été amené à faire dans mes missions en tant qu'online business manager pour structurer la communication interne, c'est mettre en place un outil de communication entre les membres de l'équipe. Parce que des fois, il y a des boîtes où vous arrivez et en fait, la CEO ou le CEO parlait avec les équipes sur WhatsApp, etc. Donc, c'est par exemple structurer un outil de communication en interne, la mise en place de réunions spécifiques, la mise en place de suivi de projet sur les outils de gestion de projet. Tout ça, ça contribue à la structuration de la communication en interne et il faut que tout soit clair. Maintenant, passons au quatrième et dernier pilier, ce sont les outils. Tous les outils, et j'inclus dans cette partie les automatisations. Les outils, ce sont toutes les ressources digitales qui facilitent la gestion de vos tâches, la gestion des opérations, la communication, le suivi des projets, le suivi des clients, la programmation, enfin voilà. Tous les outils qui sont utilisés pour permettre d'atteindre certains objectifs dans l'entreprise. Ça inclut du coup vraiment absolument tout et les enjeux ici sont des enjeux de productivité, de gain de temps, d'efficacité de l'équipe et aussi d'optimisation des coûts. Passer d'un outil à un autre peut parfois tout changer pour une entreprise. C'est pour ça que c'est important de travailler aussi sur les outils que l'on va utiliser. Par exemple, j'imagine mal une entreprise qui a plus de 30 000 adresses email utilisées comme outil de messagerie. Par exemple, la dernière option qui a été débloquée par la plateforme de formation Pooja, qui permet en fait de vraiment faire de l'emailing. Quand on a autant d'adresses email à gérer, ça veut dire qu'il faut bien segmenter. Et aujourd'hui, l'outil d'emailing proposé par Pooja ne permet pas de segmenter. Donc, peut-être que la personne va payer cher pour cette option-là aussi. Et que en passant sur un outil qui est plus performant comme ActiveCampaign ou encore ConvertKit et tout, qui va pouvoir lui permettre de bien segmenter, de bien faire de bien gérer en fait ses adresses email de manière structurée, et peut-être à un moindre coût parce qu'il va exister des forfaits qui vont vraiment être adaptés à des grosses structures, en tout cas qui ont beaucoup d'adresses email. Et donc, ce sont des petites choses comme ça qu'on peut négliger, mais en termes d'organisation et d'analyse, c'est hyper pertinent de se poser les bonnes questions. Quels sont nos outils? Est-ce qu'ils sont pertinents? Est-ce que c'est l'outil le plus efficace? Est-ce que par rapport à nos objectifs à long terme, c'est bien de partir sur ça? Vous voyez, ce sont tous ces questionnements-là qui contribuent à la structuration de l'entreprise au niveau des outils et des automatisations. Donc, en tant qu'online business manager, vous avez souvent un rôle, pour rôle de sélectionner, d'intégrer et de maintenir ces outils pour garantir en fait qu'ils soient vraiment en adéquation avec les besoins de l'entreprise que vous intégrez. Et vous pouvez même former des personnes aux outils, etc. Donc voilà, on a vu ensemble les 4 piliers, mais je trouvais important de faire un petit aparté sur les KPI. En fait, je n'ai pas présenté les KPI, donc les indicateurs clés de performance, comme étant des piliers au niveau de la structuration, tout simplement parce que j'estime que les KPI, c'est plutôt un outil de pilotage stratégique. En tant que business manager, on peut mettre en place le suivi des KPI en interne, et pour moi, ça ferait limite partie des process, des systèmes à mettre en place. Par exemple, au niveau des process, vous allez mettre en place des process de suivi des KPI, etc. Donc, ça fait partie de l'organisation en interne. Mais je ne mets pas l'analyse et le suivi des KPI dans la structuration en interne parce que pour moi, c'est vraiment un outil de pilotage stratégique, donc qui est plus lié au développement stratégique de l'entreprise plutôt que vraiment un pilier de structuration en interne. Mais je trouvais important d'en parler parce que comme ça fait partie des missions des OBM, peut-être que vous alliez vous poser la question. Donc, c'était un petit aparté. Donc voilà, nous avons vu ensemble les 4 piliers de la structuration d'une entreprise. Nous les avons vus et donc ça me permet de voir avec vous une définition que moi je propose pour pouvoir expliquer simplement ce qu'est le fait de structurer une entreprise. Donc du coup, vous pouvez avoir une définition qui va être simple. Ça va être que la structuration d'une entreprise, c'est organiser l'interne de l'entreprise. Et ensuite, vous pouvez citer tous les piliers. Mais sinon, si on veut faire un peu plus prout-prout, un peu plus professionnel, voici ce que ça donne. La structuration d'entreprise est un processus stratégique visant à établir une organisation claire et efficace au sein d'une entreprise.
Elle repose sur l'agencement intentionnel de 4 piliers fondamentaux: la répartition des rôles et responsabilités, la mise en place de process et de systèmes, le choix et l'intégration d'outils adaptés et la création de rituels de communication interne efficaces. Cette structuration permet de créer un cadre de travail harmonieux et cohérent, facilitant la croissance durable et la performance d'une entreprise. Haha, c'est trop beau! C'est pas trop beau comme définition? En tout cas, c'est une définition qui permet clairement de comprendre les enjeux de structuration d'une entreprise et j'espère que ça vous a aidé. Je vais peut-être militer pour que tout ça soit inscrit dans un dictionnaire, comme je le disais. Non, je ne pense pas, mais en tout cas, j'espère que cet épisode de podcast a atteint cet objectif et que à la fin de cette équipe, vous savez concrètement ce que c'est que structurer un business. Alors, est-ce que c'est plus clair pour vous? N'hésitez pas à me faire votre retour suite à l'écoute de cet épisode, soit sur Instagram, @projet.obm, ou à laisser tout simplement un avis, une note, où vous faites votre retour directement. Ça permet d'allier les deux, c'est-à-dire que vous laissez la note et vous laissez un avis, parce que des fois on ne sait pas quoi mettre comme avis. Donc rebondir sur le dernier épisode que vous avez écouté, ça peut être aussi une solution. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici, parce que si vous êtes là encore avec moi, c'est qu'il vous a sûrement beaucoup plu. Donc merci à vous et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao!